Dans ce numéro de Mythbusters, accrochez-vous fermement, ça va décoiffer. C'était génial! Pour commencer, Adam et Jamie se penchent sur les mythes de pelleteuses sur Internet. Bien reçu. Ils testent 3 époustouflantes vidéos amateurs pour découvrir si elles tiennent de la réalité ou de la fiction. J'ai rarement fait quelque chose d'aussi étrange. Puis Carrie, Tori et Grant s'attaquent à l'un des mythes les plus déjantés et les plus demandés de l'histoire de l'émission. Nom de code, Grizzly. Si un ours déchire le fuselage de votre avion, peut-on vraiment le réparer avec du scotch? Des vies sont en jeu. Qui sont les Mythbusters? Adam Savage Que voulez-vous savoir de plus? et Jamie Heineman. Ça va swinguer. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Grant Imahara, C'était plus chaud que j'aurais cru. Carrie Byron, tenez, un paquet pour vous, et Tori Belleci. C'est pour la science. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Et pour commencer, préparez-vous à l'attaque des machines tueuses. Tu t'amuses bien? Oui, mais c'est pour le travail. Ah ouais. Depuis plusieurs mois, nous rassemblons des vidéos de gens faisant des choses apparemment extraordinaires avec des pelleteuses. Du genre? Un type s'en sert comme d'une rame pour faire avancer une barge. Un autre fait de l'escalade. Et une troisième vidéo montre des gars qui font du wakeboard en pelleteuse. Des sujets à creuser. Exactement. Les Mythbusters ont prouvé à maintes reprises qu'il ne fallait pas toujours croire ce que l'on voyait. Après tout, Internet est un véritable bouillon de culture pour les vidéos truquées. On comprend donc que Adam et Jamie attaquent ces 3 mythes avec une bonne dose de scepticisme. Vont-ils les confirmer? Ou encore mettre à jour des trucages éhontés? Mais une chose est sûre, pour mettre ces vidéos à l'épreuve, ils ont des idées à l'appel. Voici notre barge, nos 2 pelleteuses et derrière moi, la majestueuse baie de San Francisco. Nous allons bientôt être remorqués en plein milieu de la baie et nous devrons revenir en nous servant des pelleteuses en guise de rame. On les met en place? Ok. Allons-y. Nous allons ramer. Mais à la place des rames en bois traditionnels, nous allons nous servir de ces godets. De même, des moteurs diesel et des systèmes hydrauliques remplaceront la force des bras. À part ça, le principe est le même. On les plonge dans l'eau, on pousse et on prie pour que ça avance. Après avoir exposé les éléments fondamentaux du test, Adam et Jamie passent aux problèmes logistiques potentiels. Nous allons rencontrer plusieurs obstacles, à commencer par le courant. S'il est fort, ou même s'il y a beaucoup de vent, cela nous compliquera singulièrement la tâche. Deuxièmement, nos mouvements doivent être synchronisés. Adam et moi devons veiller à coordonner nos actions pour faire avancer la barge. Je crois qu'on est prêt. Malgré toutes leurs précautions, la catastrophe ne tient qu'à un coup de rame malheureux. Si les godets se prennent dans la barge, les câbles ne résisteront pas au poids et à la puissance des pelleteuses. Adam, on se serre la pince? Vous remarquerez que, contrairement à la vidéo, Adam et Jamie utilisent non pas une, mais 2 pelleteuses. Sympa. Mais le principe reste le même. Est-il possible de générer une poussée suffisante et de contrôler la direction? Pour le savoir, un remorqueur les emmène à 800 mètres du rivage et ils devront revenir par leurs propres moyens. Mais ils n'ont pas choisi la solution de facilité. Ils se retrouvent en plein milieu de la baie de San Francisco, réputée pour la force de ses courants et pour l'encombrement de ses voies maritimes. Très honnêtement, quand je tourne la machine au-dessus de l'eau et que je vois les vagues sous mes pieds, j'ai les jambes qui tremblent. Ce n'est pas très rassurant, mais je vous assure que j'y crois très fort. Sans avoir eu le temps de s'entraîner, Adam va pouvoir mettre sa foi à l'épreuve. Le remorqueur est parti, tu es prêt? Ok, ramer vers le rivage avec une pelleteuse, c'est parti! Installés à l'avant de la barge, Adam et Jamie se mettent au travail. Au départ, tout semble se passer à merveille et ils reproduisent les images de la vidéo. Le godet plonge dans l'eau
recule, remonte et se remet en position. Mais il ne suffit pas de recréer les mouvements. Il doit faire avancer la barge et en garder le contrôle. Ralentis un peu pour que je puisse garder le cap sur le rivage. Malgré les difficultés de communication dues à leur étrange positionnement, Bien reçu. la qualité de leur travail d'équipe leur permet d'orienter la barge dans la bonne direction. Je vais reculer. D'accord. Mais il leur manque le principal, le mouvement vers l'avant. Pour l'instant, le courant nous pose quelques problèmes. Je suis content qu'on arrive à contrôler la direction de la barge, mais il nous faudrait plus de vitesse et plus de puissance. En clair, il faut appeler le remorqueur à la rescousse et réfléchir aux causes de leur manque d'efficacité. Nos deux amis n'arrivent pas à avancer. Et il est possible que le mouvement que montrait la vidéo ait été dû à la force du courant et non pas aux efforts de la pelleteuse. On aurait peut-être besoin d'une sorte d'alignement. Le mythe semble partir à la dérive. Mais Adam et Jamie ne baissent pas les bras. Voici maintenant une histoire de Grizzly qui a fait le tour du monde. À votre avis, de quoi parle ce mythe? D'adhésif? D'avion? Et d'ours? C'est la légende de l'ours et de l'avion. Ah oui, celle où un ours démolit un avion pour trouver de la nourriture. Le pilote revient, il constate les dégâts, il les répare avec un rouleau de scotch américain et il repart. C'est une histoire incroyable qui a fait le buzz sur Internet. Un grizzly tombe sur un avion ayant atterri en catastrophe. Il le met alors en pièces, probablement à la recherche d'un déjeuner, puis retourne dans la forêt, incapable de résister à l'appel de la nature. Lorsque le pilote revient, il ne peut que constater les dégâts. L'histoire semble tirée par les cheveux, mais les photos du désastre sont pourtant bien réelles. Notre héros a bien réparé les énormes dommages avec de l'adhésif. Une question tient pourtant toute la communauté Internet en suspens. Le pilote a-t-il vraiment pu faire redécoller son avion rafistolé? La checklist promet d'être complexe. Il nous faut un avion et un ours pour le mettre en pièces. La bonne nouvelle, c'est qu'un pilote accepte de nous prêter son avion pour ce mythe. C'est vrai? C'est génial. Et l'ours? Il n'est pas question qu'on vole jusqu'en Alaska et qu'on attende qu'un ours s'en prenne à notre avion. C'est trop improbable. On pourrait fabriquer nos propres griffes et le démolir nous-mêmes. J'adore cette idée. Tu feras l'ours? Nous allons donc essayer de réparer un avion avec du scotch américain. Au départ, je me suis dit que ce mythe ne nous mènerait à rien. On construit un avion. Un ours déchire le fuselage pour atteindre de la nourriture. Le pilote revient, découvre les dégâts, répare avec du scotch et redécolle. Avant de commencer, nous devons fabriquer un avion. Notre généreux donateur, James, confirme nos craintes quant à sa santé mentale. C'est parti. En effet, non seulement il laisse nos deux savants fous monter son avion, Moi, j'aurais pas confiance. mais il se porte également volontaire pour le piloter une fois qu'ils l'auront mis en lambeaux et rafistolé avec du scotch pour recréer les conditions du mythe. Nous ne pouvons pas utiliser l'appareil d'origine, car les autorités aériennes ne voient pas d'un bon œil le genre de modification que nous comptons lui apporter avant de le faire décoller. Mais nous avons trouvé le substitut idéal, un Be-Light. Le règlement le concernant est tout à fait différent, mais il possède un fuselage extrêmement similaire. Par fuselage, Grant entend l'enveloppe externe de l'appareil, un matériau flexible et ultramoderne en polyéthylène. Point crucial de l'expérience, c'est exactement le matériau du mythe, ce qui permet de recréer des conditions identiques, à part pour l'emplacement. Nous nous trouvons sur l'aérodrome New Jerusalem de Tracy en Californie. Nous allons commencer par tester l'avion, puis l'ours entrera en scène. Mais avant que Maman Ours ne se déchaîne, le trio veut procéder à un vol pré-déchiquetage pour confirmer que leur machine est en parfait état de marche. James est en train de vérifier que tout fonctionne. Génial! Il regarde si on l'a bien monté, si tout marche correctement. Ça nous permet de savoir de quoi il sera capable une fois réparé. Tout a l'air bon. Et maintenant, mon moment préféré, je sors les griffes. Équipée de prothèses métalliques de son invention, Carrie est fin prête. Nom de code, Grizzly. Et quand elle est dans cet état, ça déchire.
Quel sauvage! Très vite, elle met le fuselage en lambeaux. Grâce à ses griffes acérées, les dégâts semblent identiques à ceux de la photo d'origine. La cavité centrale est totalement exposée. La queue est sérieusement endommagée, mais l'infrastructure principale est encore intacte. Les dégâts ressemblent à ceux de la photo. Maintenant, on doit les réparer avec du scotch américain et essayer de le faire redécoller. Une mission à qui tout double qu'ils entreprendront à l'atelier. C'est le test ultime pour cet adhésif. Des vies sont en jeu. Les vidéos d'exploits réalisés par des pelleteuses pullulent sur Internet. Jamie et Adam ont donc décidé de sortir l'artillerie lourde. Pour l'instant, malgré ce que la vidéo semble suggérer, une pelleteuse fait une bien piètre rame, mais les jeux ne sont pas encore faits. Notre première tentative est un peu tombée à l'eau. La marée de la baie de San Francisco nous pousse vers le sud. Elle est trop puissante pour nous. Cette fois-ci, on va partir plus près du rivage. On va voir si cela fera une différence dans le résultat. Avec 200 mètres de moins à franchir et un peu plus à l'abri de la marée, ils sont prêts à retenter leur chance. Que la fête recommence. Ok Jamie, on est en place, on s'y remet? Ouais, je suis prêt. Adam et Jamie remettent leurs énormes rames hydrauliques dans le bain. Ok, à ton tour. Et hors des griffes de la marée, l'efficacité de leur travail d'équipe commence à porter ses fruits. Contre toute attente, ils progressent lentement vers leur objectif. On tient le bambou. Comme sur la vidéo, ils font avancer une barge à l'aide de pelleteuses. Il nous a fallu un peu de temps pour trouver le rythme et pour prendre le pli des manœuvres à réaliser avec les pelleteuses. Mais on a fini par contrôler la barge de manière tout à fait satisfaisante, malgré sa taille. Sors de l'eau. Je tourne pour orienter la poupe vers le quai. Bien sûr. Ça prouve qu'on travaille bien ensemble, même si on ne peut pas se voir. Ok, Adam avance. Il a une grande habitude de la manipulation de gros objets dans l'eau. Et on apprend tous les deux assez vite. On va pousser encore un petit coup vers le quai, puis on la laissera dériver. Nous étions très mal placés, mais nous avons tout de même pu voir ce que faisait l'autre. Nous avons fait d'instinct ce qui était nécessaire, et ça explique notre réussite. Jamie, je crois qu'on a réussi. L'accostage n'était pas très orthodoxe, mais on est arrivé à quelques mètres du quai. C'est pas si mal. Bien joué, collègue. Ça doit vouloir dire que la vidéo était vraie et qu'on peut vraiment ramer avec ces machines. À la rigueur, c'est possible. Un ours a effectivement démantelé un avion en Alaska. Et ces photos prises avant et après le rafistolage au scotch américain sont vraies. Mais si les fans ont inondé les Mythbusters d'emails, c'est parce que le pilote affirme qu'il a ensuite réussi à redécoller dans cet état. C'est ce que veulent vérifier Carrie, Tori et Grant. On a d'abord fait voler l'avion pour voir de quoi il était capable. C'est génial! Je me suis ensuite transformée en grizzly pour endommager le fuselage. Maintenant, on va essayer de réparer l'avion avec de l'adhésif et de le remettre en état de voler. En effet, pour l'instant, tout comme l'appareil du mythe, ce n'est plus qu'une épave. Essayeriez-vous de le faire voler dans cet état? C'est hors de question. Premièrement, il n'a plus de gouverne. Je n'aurai donc aucun contrôle directionnel sur cet avion. La bonne nouvelle, c'est que l'infrastructure est intacte. Malheureusement, le fuselage déchiré va amener de la résistance à l'air. Le vent va s'engouffrer dedans, il ne volera pas droit. Pas de contrôle directionnel, empennage endommagé, résistance à l'air chaotique. Vous êtes prêts à l'opérer? Bref, une mission taillée sur mesure pour le remède universel des Mythbusters. Mais remplacer le fuselage d'un appareil juste avec du scotch américain, n'est-ce pas pousser le bouchon un peu loin? Pendant que Carrie et Tori travaillent sur le fuselage, Grant se concentre sur l'incontournable gouverne. On a causé beaucoup de dégâts à cet appareil, à la fois au fuselage et à la queue.
Mais voici les éléments les plus importants. L'empennage horizontal et l'empennage vertical. Leur rôle est capital. Ils permettent à l'avion de rester stable. La stabilité et la direction sont évidemment des priorités lorsque l'on répare un avion. Mais il n'est peut-être pas superflu de penser également à une stratégie pour que l'appareil ne se désagrège pas en vol. Nous avons commencé par une couche verticale, que nous avons recouverte d'une couche horizontale. Cela respecte l'aérodynamisme de l'avion, parce qu'on veut éviter que le scotch soit trop soumis au vent et qu'il commence à se décoller. On aura fini avant le retour de l'ours. C'est ce que l'on appelle un rafistolage de fortune. Mais solidifiera-t-il suffisamment la structure pour que le vol soit stable? Le scotch tiendra-t-il? Le résultat final semble en mesure de voler, mais il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Le vrai test, ce sera lorsqu'il décollera. Mais je pense que le scotch est une solution plausible pour réparer un avion. Carrie semble tout à fait confiante. Mais une fois sur place, Pourvu qu'il vole. à mesure qu'approche le moment où James va risquer sa santé pour eux, la confiance qu'ils accordent à la résistance de leur adhésif face aux éléments et aux rigueurs du vol s'évapore, pour laisser place à un mélange de prudence et de nervosité. Il fait très chaud, et plus la chaleur augmente, moins l'adhésif adhère. Et ce n'est pas tout. On ne sait pas comment il va réagir face au vent une fois en vol. Le vent risque de s'immiscer en dessous et de tout arracher. Ça pourrait très mal tourner. J'aimerais autant qu'on commence aussi vite que possible. Mais la précipitation n'est pas de mise. On va le faire méthodiquement, sans prendre de risques. Si ça dégénère, on s'enfuit en courant, ok? C'est ça ton plan? Ouais. Pour commencer, James va se contenter de rouler sur la piste pour vérifier que toutes les commandes fonctionnent. Pour l'instant, tout va bien. Le scotch a l'air de tenir. Et une fois qu'il sera en confiance, il se lancera pour décoller. Après plusieurs allers-retours sur la piste, satisfait de l'état de son appareil, James indique qu'il est prêt à prendre son envol. C'est parti! C'est dingue! Il est complètement fou! Si c'est une question de survie, tu n'as pas le choix, non? Ça marche! On l'a réparé avec de l'adhésif. Voyons si ça tient. Ça marche complètement! Espérons que ça tienne. Il va faire des petits tours pour commencer. On sait jamais. Carrie a raison. Décoller est une chose, atterrir en toute sécurité en est une autre. Ce qui est intéressant, c'est que l'adhésif est moins stable que le dacron. Je ne sais pas combien de temps il pourrait voler comme ça. En effet, le vent qui souffle sur la surface inégale fait vibrer le scotch. Pourvu qu'il ne se déchire pas. Mais James ne semble avoir aucun mal à contrôler l'altitude ou à enchaîner les manœuvres. Et l'adhésif ne semble pas se décoller. Il a l'air très stable jusque-là. Une fois la demi-heure de vol passée, le trio sait qu'il tient un résultat. C'est génial. Encore un mythe qui se confirme pour le scotch américain. Un ours déchire le fuselage, on le rafistole avec de l'adhésif et il peut à nouveau voler. Ça marche! C'était super, merci beaucoup. C'était génial. Réparer un avion avec du scotch. Confirmé. Méfiez-vous des ours. Je commence à me demander si ce scotch n'est pas capable de tout. À suivre, notre trio va tenter de répondre à cette question en poussant l'expérience jusqu'à l'absurde, avec la fabrication d'un avion entier en scotch américain. Adam et Jamie n'en reviennent pas. La première vidéo était véridique. Il est en effet possible de faire avancer une barge en ramant avec une pelleteuse. On a réussi! La vidéo suivante appartient elle aussi à la catégorie des usages exubérants de la pelleteuse. Exubérant et dangereux. Mais est-ce truqué? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Qu'est-ce qu'on attend pour commencer? Je vais me changer. Je mets la pelleteuse en place. Génial. Selon ce que montre la vidéo, Adam et Jamie disposent de tout le nécessaire pour se lancer dans cette expérience aussi risquée qu'extravagante. J'ai rarement fait quelque chose d'aussi étrange. Les ingrédients, une pelleteuse, une mare aux proportions idéales et quelques règles de sûreté de base.
À un moment de la vidéo, le wakeboarder s'éloigne beaucoup de la pelleteuse, puis revient vers elle à toute vitesse. Comme ça m'inquiète un peu, on va y aller très progressivement. Je crois que ça peut marcher. Je vais commencer très lentement, puis accélérer progressivement pour nous laisser le temps de trouver nos marques. C'est le jour idéal pour le wakeboard. Le wakeboarder ne doit penser qu'à une seule chose, lâcher le filin avant qu'il soit trop tard. La pelleteuse est bourrée de bords durs et tranchants. Ça pourrait faire très mal. Pour éviter une collision frontale avec la pelleteuse, qui n'arrangerait pas le visage de Adam, ce dernier doit garder une consigne à l'esprit. S'il perd le contrôle et qu'il se sent attiré vers la machine, il doit lâcher prise. Je suis un peu trop près à mon goût. Cette précaution semble simple a priori, mais n'oublions pas que Adam et Jamie sont novices en matière de wakeboard. Même si les circonstances étaient idéales, ce qui est loin d'être le cas, ils seraient obnubilés par des questions de technique et d'équilibre. Ils vont devoir également se concentrer sur des facteurs additionnels, tels que la circonférence de rotation, la vitesse de leur révolution et la hauteur du godet. Mais tout cela n'entrera en jeu qu'à la seule condition que Adam parvienne à se dresser sur la planche. Ok, c'est parti. Le wakeboard à la pelleteuse, tu es prêt? Vas-y, tire-moi lentement. Bon, je réessaie. J'ai une belle marge de progression. Marge de progression, bel euphémisme. Le terme « chute répétée avec la grâce d'un hippopotame sur des patins à glace » serait plus adapté. Mais une question se pose. Ces chutes sont-elles dues à la technique défaillante de Adam ou à l'impossibilité de faire du wakeboard avec une pelleteuse? C'est dur. Tu veux qu'on monte un peu le godet? J'en sais rien. Bon, je le lève. Jamie débute en wakeboard. Mais il pratique le ski nautique et il remarque que l'angle est trop plat, ce qui force Adam à se pencher inconfortablement en avant et vers le bas. Jamie note également que le filin n'est pas assez tendu. Adam doit aller plus vite et il apporte donc les ajustements nécessaires. La hauteur et la vitesse plus importantes font toute la différence. La nouvelle posture de Adam se révèle beaucoup plus efficace. Il n'en devient pas pour autant un virtuose du wakeboard. Mais sa persévérance, l'affinement de sa technique C'est super. et le contrôle que Jamie applique sur la rotation font que le mythe est non seulement confirmé, mais également qu'ils peuvent tirer un trait sur le reste de leur emploi du temps de la journée. Encore une fois. Ça faisait longtemps que je m'étais pas autant amusé avec un mythe. C'était un peu délicat au départ. Mais une fois que j'ai compris les principes mécaniques du wakeboard, c'est devenu très marrant. On pourrait en faire une attraction payante. La vache, c'est le pied. Tu veux essayer? Ouais. Adam a eu un peu de mal au début, mais il a vite trouvé le truc. Et ensuite, c'était super. Comme lui, je n'ai aucune expérience du wakeboard, mais j'ai déjà fait du ski nautique. Et je vais essayer d'aller un peu plus vite. Comme le résultat du test est déjà établi, place à la compétition interne. Tu gardes ton béret? Ouais. Cool. Jamie ne veut pas seulement aller plus vite, Viens, mon bébé. il veut le faire avec classe. La vache! Comme un pro, dès le premier coup! Chapeau, Jamie! Bravo! T'es impressionnant! Tu veux aller plus vite? Poussez-vous! La morale de cette histoire? Ok, t'as gagné! Ne jamais défier un Heinemann. C'était bien.
Je vais faire un petit somme. Bon, le wakeboard avec une pelleteuse. Bidon, plausible ou confirmé? Confirmé, sans aucun doute. Mais j'aimerais ajouter une 4e catégorie, du genre plaisir à l'état pur. Je crois que oui. Excellent. Allons-y. D'accord. Plaisir à l'état pur et confirmé. Mais ne prenez pas de risques inconsidérés, ou vous devrez en répondre à notre Heinemann. Faire du wakeboard dans ces conditions, ça a l'air amusant, n'est-ce pas? En fait, c'est très dangereux. N'essayez pas chez vous. En cas de rencontre inopinée avec un ours, comme celle de ce mythe, il est vraiment possible de réparer son avion avec du scotch américain. Bon, le mythe est confirmé, mais j'aimerais bien savoir si on pourrait fabriquer un avion entièrement avec de l'adhésif. L'idée me plaît, mais peut-on le faire sans risque? On pourrait téléguider l'appareil, mais un avion sans pilote à l'échelle demande une certification des autorités aériennes, et elles mettront peut-être des siècles à nous l'accorder. Il y a une solution. On pourrait demander la participation d'un pilote d'essai habitué à tester des prototypes expérimentaux. Et entre nous, on ne fait pas plus expérimental que le nôtre. Comme ça, on verra si l'adhésif est viable. Expérimental est le terme adéquat. En remplaçant l'intégralité du fuselage high-tech de l'appareil par de l'adhésif, notre trio va pousser le scotch américain jusqu'à ses limites aérodynamiques. Pour l'instant, nous avons réussi à réparer l'avion avec de l'adhésif et à le faire voler. Ce mythe est donc confirmé. Mais il ne s'agissait que d'une partie du fuselage et des surfaces de contrôle. Maintenant, nous allons passer au test ultime, c'est-à-dire arracher toute l'enveloppe et la remplacer par de l'adhésif. Pour cela, outre les griffes d'ours, nous allons utiliser tous les objets tranchants de l'atelier. Si la démolition se fait avec entrain et rapidité, la reconstitution risque d'être une autre paire de manches. L'équipe Adhésif United se trouve face à l'un des plus grands défis de son histoire. La structure est à nu et nous allons la recouvrir d'adhésif, mais on ne peut pas y aller au hasard. Il ne s'agit pas simplement de boucher un trou. Le projet est bien plus ambitieux et nous avons besoin d'établir une stratégie. Ils se penchent tout d'abord sur la gestion du poids. Le matériau qu'ils doivent remplacer pèse autant que 5 rouleaux de gros scotch. Pour respecter l'équilibre et le rapport poids-puissance de l'appareil, ils ne devront donc utiliser que 5 rouleaux, ou moins. Mais cela promet de beaux maux de tête. Comme la pesanteur règne en maître, c'est un projet à haute tension dans tous les sens du terme. Si nous n'utilisons pas assez d'adhésif ou si notre rafistolage n'est pas assez solide, le résultat sera aussi désastreux que si nous en utilisons trop. Et voilà pourquoi. Lorsque nous analysons les images au ralenti de notre premier vol, nous pouvons voir des ondulations, comme des vaguelettes à la surface de l'eau. Tous les systèmes présentant ce genre de vibration risquent de développer une fréquence de résonance. Si cela se produit, l'avion pourrait se désagréger. Pour éviter cela, ils doivent assurer l'intégrité de la structure et créer une surface aérodynamique lisse. La solution ? Le quadrillage. Avec la couche de base offrant la rigidité recherchée et la couche supérieure posée dans le sens aérodynamique, le projet semble sur de bons rails. Mais ils ont dépassé depuis longtemps la limite de 5 rouleaux. Lorsque nous avons arraché le fuselage de l'appareil, nous l'avons pesé et nous avons découvert qu'il pesait 4,5 kg, ce qui équivaut à 5 rouleaux d'adhésif. Nous en avons déjà utilisé 10, ce qui double le poids du fuselage. Et nous sommes loin d'avoir fini. Mais c'est la conséquence du scotch. Si on veut à la fois de la solidité et de la souplesse, l'excès de poids est obligatoire. Une fois l'avion terminé, il n'arrivera peut-être même pas à décoller. Les 10 rouleaux deviennent 11, puis 12, et ainsi de suite. Au point que la masse supplémentaire devient un véritable problème. Mais une fois le rafistolage terminé, cela n'empêche pas Tori de se prendre pour un pilote de chasse. Nous avons fini notre avion en remplaçant son fuselage par 17 rouleaux de scotch américain. Comme le poids explose la limite autorisée et entraîne un véritable danger, avant de demander à notre pilote d'essai de le faire voler, nous allons tout d'abord effectuer quelques tests en soufflerie, avec notre soufflerie maison.
Nous allons lancer le ventilateur à la vitesse à laquelle volera l'avion. Oh, pourquoi ça me tombe dessus? J'ai horreur de l'avion. Nous étudierons ensuite le comportement du scotch face à la force du vent, pour voir s'il se détache ou s'il se déchire. Je le mets en marche. Je mesure la vitesse du vent. Le plus important est de voir si l'adhésif résiste. 50. Et entre nous, mieux vaut le découvrir ici que dans les airs. 65. Une fois le ventilateur à la vitesse aérodynamique de l'appareil, 80. Ok, bien. Tori et Grant inspectent chaque centimètre carré de la surface à la recherche du moindre défaut aérodynamique. Leur travail se révèle très satisfaisant. Ça a l'air bien. Tous les voyants sont donc au vert. On est monté à 80 km/h, la vitesse à laquelle le pilote compte le pousser. Je pense qu'on peut passer au vrai test. Voyons s'il vole. Je peux essayer? Je me suis bien entraînée. Adam et Jamie testent la véracité de vidéos amateurs de pelleteuses. Jusqu'ici, elles sont confirmées. Ok, t'as gagné! Poussez-vous! Pour terminer, voici un exploit athlétique difficile à croire de la part d'un engin de terrassement. La vidéo semble authentique, mais ne comporte-t-elle pas un trucage? Une pelleteuse peut-elle réellement se charger toute seule à l'arrière d'un camion? De retour à San Francisco, Adam et Jamie mobilisent tout le matériel nécessaire pour une expérience qui s'annonce complexe. Voici un casse-tête. Vous avez ceci que vous voulez transporter dans ceci. Comment faire monter la première dans le deuxième sans rien utiliser d'autre? Selon cette vidéo, c'est tout à fait possible. Peut-être, mais c'est certainement dangereux. Et nos deux amis ne sont pas prêts à s'y risquer sans les conseils d'un spécialiste. Nous avons commis notre lot de folie avec ce genre de machine au fil des ans. Mais ce que nous nous apprêtons à faire dépasse tous nos exploits passés. Jason Klapstein est un véritable virtuose de la pelleteuse. Il pourrait lui faire danser le tango. Et avec un peu de chance, son expérience nous permettra de rester en vie. Qui va le faire, toi ou moi? Je ne sais pas. Pierre, feuille, ciseaux? D'accord. Alors, 1, 2, 3... Le papier enveloppe la pierre, j'ai gagné! C'est donc un Adam euphorique Ne reste pas là! qui s'installe au volant. Il commence par poser toutes les questions qui lui passent par la tête à notre expert. Puis au terme d'une heure de planification intense, Surtout, vérifie que tu es toujours bien aligné. D'accord. Elle n'est pas conçue pour ça. Jason et Adam Une fois à 180 degrés, établissent chacune des manœuvres de ce plan aussi techniquement complexe que risqué. Donc si je bascule, c'est le godet qui va heurter le sol, et pas moi. De toute évidence, Adam est loin d'avoir la maîtrise et le contrôle requis pour cette expérience. Pour y arriver, il va devoir s'entraîner un peu, ce qui est déjà dangereux en soi. Jamie et moi connaissons très bien ces machines. Nous en avons énormément utilisé depuis le début de l'émission. Mais notre expérience s'est bâtie sur des situations plus simples. Ça fait peur! Dans ce mythe, il se passe plusieurs choses simultanément. À la moindre erreur, les choses peuvent très mal tourner. Je recule? non, dans l'autre sens. C'est une question de grande coordination entre plusieurs pièces mobiles. La vache! Il faut penser à plusieurs choses à la fois. Coordonner le bras, l'angle du godet, garder les contrôles des chenilles, tout cela s'annonce ardu. Voilà. Adam est prêt. Enfin, autant qu'il peut l'être. La pelleteuse qui se charge toute seule sur un camion. Au départ, l'alignement avec l'arrière du camion paraît plutôt simple. Ensuite, je pose le godet sur le camion et je commence à me soulever. C'est là que le premier problème apparaît. Adam devrait plutôt bien s'en sortir, mais je ne sais jamais vraiment quoi penser de lui. Il a un bon toucher, mais de l'autre, il est un peu nerveux. C'est un gros défaut quand on essaie de monter en pelleteuse sur un camion.
Attachez votre ceinture et relevez votre tablette. Les Mythbusters vont tenter un décollage à l'adhésif. Nous revoilà à l'aérodrome de New Jérusalem pour la dernière expérience de notre avion en scotch américain. Pour l'instant, on a joué la carte de la sécurité. Nous l'avons testé au sol avec un ventilateur géant et aucun défaut n'est apparu. Maintenant, place à l'épreuve ultime. Pour cette épreuve ultime à laquelle ils soumettent leur avion en adhésif, oui, vous avez bien entendu, ils font appel au pilote d'essai ultime. Pour cette expérience, nous avons demandé l'aide de David Morse, qui a déjà fait voler plus de 40 prototypes, c'est-à-dire des appareils qui n'avaient jamais volé auparavant. Ça en fait le candidat idéal pour ce test. Tiens, d'ailleurs, je crois qu'il arrive. Joli survol. Tori va nous expliquer le plan de vol. Il va commencer lentement en roulant sur la piste. Une fois qu'il se sentira à l'aise, il le fera décoller, mais sans dépasser la hauteur d'une chute, c'est-à-dire 1,50 m. C'est le test le plus dangereux que nous n'ayons jamais fait avec cet adhésif. On a fait venir les pompiers. Espérons qu'ils n'auront pas à intervenir. Ne vous y trompez pas, les risques sont bien réels. Même dans le cadre d'un vol à très basse altitude, un accident à 80 km/h sans aucune protection rigide pourrait se révéler désastreux. Il roule sur la piste. Avant de songer à décoller, Dave doit tester à fond les réactions de l'appareil au sol. Il est pilote d'essai, c'est son métier. Il cherche à voir s'il est en état de voler. Les premiers signes sont tout sauf prometteurs. Alors qu'il prend de la vitesse, les rafales latérales deviennent très gênantes et l'avion semble instable. On dirait qu'il zigzague un peu là. Avec tout l'adhésif qu'on a utilisé, son centre de gravité s'est déplacé vers l'arrière, plus près de la queue. Tiens, il a coupé le moteur. Il a peut-être changé d'avis. Visiblement, quelque chose ne tourne pas rond. Vous avez coupé le moteur? Que se passe-t-il? Ça commence à souffler. Je n'arrive pas à savoir ce qui vient du vent et ce qui vient de l'adhésif. Il faut que je différencie tout ça. Piloter un prototype est une question d'analyse et de sensation. L'avion n'est pas censé voler lorsque le vent dépasse les 20 km/h. Et il souffle ici à 50 km/h, ce qui représente déjà un danger. Mais plus crucial encore, il brouille les réactions des gouvernes de l'appareil. Notre pilote d'essai a commencé à rouler sur la piste. La queue chassait un peu et il s'est arrêté. Visiblement, l'avion se fait secouer par le vent, mais il veut s'assurer que cela ne vient pas de l'adhésif. Parce que si c'est à cause du scotch et qu'une résonance se crée, l'avion risque de s'écraser. On veut éviter que le flux d'air arrache le scotch sur l'aile. Ce serait catastrophique. Une fois l'adhésif fermement aplati, c'est une course contre la montre qui s'engage. Plus il reste exposé au soleil, plus il a de chances de se décoller. Mais il y a une bonne nouvelle. Le vent se calme et Dave peut reprendre ses essais. Après un nouveau tour en roulant, il signale à l'équipe qu'il est prêt à tenter le premier décollage d'un avion en adhésif de l'histoire. Ça y est, il se lance. La queue se soulève. Ça marche! Il vole! Génial! Il est en l'air! C'est un avion en adhésif! Vous venez d'assister au baptême de l'air de l'appareil conçu dans le matériau collant le plus utile au monde. Super! Bravo Dave! Vous avez survécu au vol d'un avion en adhésif. Vous êtes vivant! Tout à fait. C'était comment? Beaucoup mieux que ce à quoi je m'attendais. Les rafales de vent dépassent les recommandations pour cet appareil avec son fuselage normal, mais c'était super. Ça secouait beaucoup, mais j'ai adoré. L'expérience est un succès? Confirmé. Et oui, même dans une situation aussi désespérée, Un ours! l'adhésif nous a une nouvelle fois complètement scotchés. Mythe confirmé. Selon Internet, il est possible de faire monter une pelleteuse toute seule sur un camion. C'est ce que tentent de vérifier Adam et Jamie. En dépit du danger que cela présente, Jamie est formel. Selon ses calculs, l'exploit est faisable. Ce qui rend la chose possible, c'est que cette pelleteuse est dotée de chenilles offrant 2 mètres de contact au sol.
Le plateau du camion se trouve, lui, à 1,50 m du sol, ce qui fait que si l'on soulève un bout de la pelleteuse pour le poser sur le camion, un rapide calcul nous dit qu'on se retrouve avec un angle de 38 degrés. Ce type de pelleteuse est censé pouvoir fonctionner jusqu'à 45 degrés d'inclinaison. Si sa puissance est suffisante pour soulever l'autre bout, l'affaire est dans le sac. Mais c'est en forgeant que l'on devient forgeron, et Adam, s'il s'est bien entraîné aux manœuvres prévues, découvre que les réaliser dans un véhicule de 10 tonnes est une autre paire de manches. Parfait. C'est sans aucun doute l'une des choses les plus stressantes que j'ai faites pour l'émission. Je sens des picotements dans mes mains et dans mes pieds, parce que je réalise des manœuvres à un angle auquel le corps humain n'est pas du tout habitué. C'est raide. En effet, mais ce n'est que le plus facile. Jamie se prépare à appeler les secours, parce que c'est maintenant que les choses se corsent réellement. Il a posé l'avant sur le camion, maintenant il doit soulever l'arrière. Bon, je lève le bras et je le redescends de l'autre côté. Sa machine perchée à un angle précaire, La vache, ça fiche vraiment les jetons. Adam doit maintenant soulever le bras et le godet, avec précision et fluidité, pour les dégager du camion. Au moindre mouvement brusque, la pelleteuse risque de tomber sur le côté, avec Adam dans la cabine non protégée. Il faut que j'aille moins vite. Il est de travers. Ça ne doit vraiment pas être très confortable. Ne fais pas d'erreur. Tourner à 180 degrés quand on est penché à un angle de 45 degrés, ça fait tout bizarre. C'était atroce, mon corps me hurlait d'arrêter ça. Voilà, t'arrives à te soulever? Étape terrifiante suivante. S'appuyer sur le bras pour mettre les chenilles à l'horizontale, puis avancer dans le camion. Dans le même temps, Adam devra ajuster l'angle du godet pour éviter qu'il ne glisse, ce qui précipiterait sa chute. Soulève encore un peu. Il doit également surveiller la hauteur de la lourde lame pour conserver son équilibre. T'as pas envie de faire pipi? C'est déjà fait. Tout en gardant le contrôle des mouvements du bras. Baisse-le et ressors-le. Mais dans la dernière ligne droite, la confiance de Adam, tout comme la pelleteuse, atteignent de nouveaux sommets. La vache, ça marche. Tu y es. C'est bien parti. Après avoir commencé à monter, j'ai senti que je contrôlais un peu mieux les choses. Mais c'est exactement à ce moment-là que l'on court le risque de se déconcentrer. Adam, n'oublie pas où est la marche avant. Ah d'accord, il faut que j'appuie là-dessus. Tout à fait. Ça pourrait être gênant. Merci, à charge de revanche. Au moment d'entrer dans le camion, Adam a failli oublier qu'il a fait demi-tour et qu'il doit donc reculer pour avancer. Tu y es presque. Une fois ce problème résolu, il s'enfile dans le camion et termine triomphalement cette dernière étape. C'est le moment de vérité. Je relève le godet. J'y suis. Ça faisait peur. Bien joué. Jamie a raison, c'est un véritable exploit. Mais aussi une tentative tirée par les cheveux qu'il est déconseillé d'essayer chez soi. Tu as réussi. Encore une vidéo qui n'était pas truquée. Ça nous fait toute une émission de mythes plausibles ou confirmés. Allez, on s'en va. D'accord.